En 1795, des Noirs appelés Negros franceses, chassés de Saint-Domingue par les Français, et les Noirs caraïbes, chassés de l'île de Saint-Vincent par les Britanniques, fondent en 1802 la ville de Livingstone en Amérique centrale, en territoire espagnol, dans le cœur du territoire du Guatemala actuel. Et de surcroît, en plein processus de rétablissement de l'esclavage par les puissances européennes. Comment ont-ils fait pour survivre pendant 200 ans sans être esclavagisés de force, en conservant leur unité, leur culture, leur langue, leur cohésion? C'est cette histoire que nous racontons dans cette émission. Vous allez voir que la République d'Haïti a quelque chose à voir avec cela. La rencontre entre les ancêtres négro-franceses de Saint-Domingue et les Caraïbes noirs de Saint-Vincent a donné naissance à une communauté exceptionnelle, un peuple dont l'histoire est imprégnée de résilience et de survie. Trois hommes éminents, connus comme les négro-franceses et futurs haïtiens, ont émergé de cette rencontre. Marcos Sanchez, Porfirio Baltazar, Máximo Castillo, des chamans haïtiens qui sont encore vénérés en territoire garifuna de nos jours. Notons que, à quelques années près, ses fondateurs auraient été haïtiens, compte tenu de l'indépendance d'Haïti en 1804. L'indépendance d'Haïti, conjuguée au refus du rétablissement de l'esclavage, a joué un rôle crucial dans la survie de ce peuple au cœur de l'Amérique. Les descendants de Porfirio Baltazar, de Máximo Castillo, de Marcos Sanchez Diaz ont maintenu leur influence sur ces peuples par le contrôle de la terre et la pratique du culte des ancêtres. Pour assurer leur survie, ils ont développé la cour haïtienne à Livingstone et dans les environs. Un système de patrilignage où l'héritage de la terre se transmet de père en fils. Toutefois, ce schéma a progressivement cédé la place à une organisation matrilinéaire appelée la maison de matrilignage ou la corde. Désormais, les femmes jouent un rôle essentiel en permettant une succession à leurs fils aînés, et elles occupent une place de plus en plus prépondérante dans la société Garinagu ou Garifuna. Mais qui sont ces Garifuna? Ces descendants des Negros franceses et des Caraïbes noirs ont forgé une identité unique mêlant les héritages africains, français et caribéens. Leur histoire témoigne de la force de la communauté, de la préservation culturelle et de la résilience face aux défis de l'histoire. Les Garifuna constituent un groupe ethnique d'une richesse culturelle exceptionnelle, résultant du mélange entre les Africains, les aborigènes caraïbes et les peuples arawaks, originaires de diverses régions des Caraïbes, dont Haïti. Établis principalement au Honduras, au Belize, au Guatemala et même au Salvador, les Garifuna ont su préserver leur culture qui est aujourd'hui célébrée avec fierté. Ils sont également appelés Garinagu ou Negros Caribes. Leur effectif, estimé à 600 000 personnes, se répartit sur les territoires de ces 4 pays d'Amérique centrale. Il convient de noter que le terme Garifuna fait référence à l'individu et à sa langue spécifique, tandis que Garinagu désigne le groupe ethnique dans son ensemble. L'histoire des Garifuna trouve ses racines dans le mélange des tribus indigènes de différentes îles des Caraïbes, telles que Saint-Vincent ou Hispaniola, avec les esclaves africains. Cette fusion a donné naissance à un peuple unique, porteur d'une identité culturelle singulière. L'émergence des Garifuna est étroitement liée aux événements survenus à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Ces circonstances cruciales ont permis à ce groupe de survivre et de ne jamais connaître l'esclavage, une destinée qui a profondément marqué leur trajectoire.
1791, un soulèvement général éclate à Saint-Domingue en réaction à la tentative de Napoléon Bonaparte de rétablir l'esclavage dans les colonies. C'est le début de la première grande révolution noire du monde. 4 ans plus tard, en 1795, les Espagnols et leurs alliés, les Negros Franceses de Saint-Domingue, sont chassés de l'île par Toussaint Louverture, ralliés aux Français. Les Espagnols se réfugient à Cuba, tandis que leurs alliés sont envoyés en Amérique centrale, demeurant au service de la couronne espagnole. Ces combattants habitués à la résistance depuis des décennies dans la colonie de Saint-Domingue sont intégrés en 1796 dans les milices de Maracaibo, de Trujillo, de Trinidad, de Margarita au Honduras. En 1797, des peuples noirs arrivent librement du territoire de Saint-Vincent et s'installent dans le nord-est du Guatemala actuel. En 1802, fuyant les batailles de plus en plus féroces à Saint-Domingue, d'autres domingois rejoignent l'Amérique centrale. 3 hommes jouent un rôle crucial dans la construction et la consolidation de la communauté à Livingston. Marcos Sanchez, Maximo Castillo et Profilio Baltazar. Ce dernier descendant direct de Jean-François, ancien chef du soulèvement des Noirs à Saint-Domingue, apporte une dimension historique majeure à leur histoire commune. L'année 1803 marque les batailles décisives à Saint-Domingue, notamment Vertières, la Crête à Pierrot et la butte Charrier. Ces affrontements marquent la fin du système colonial sur l'île. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance, devenant la première république noire. En Amérique centrale, où ces peuples noirs déplacés luttent pour leur survie, les révoltes de Saint-Domingue deviennent un instrument majeur de leur résistance. Le passé de résistance à Saint-Vincent face aux Britanniques et l'expérience de la Révolution de Saint-Domingue demeurent les piliers fondateurs de la nation Garifuna, bien qu'elle soit confrontée à la discrimination et la dispersion à travers toute l'Amérique centrale. Pour les Garifuna, les combats pour protéger la communauté et la terre à Livingston s'inscrivent dans la continuité de ceux menés par leurs ancêtres, issus tant de Saint-Vincent que de Saint-Domingue. Ce passé de lutte constitue le ciment qui solidifie leur identité en dépit des défis rencontrés. Le culte des ancêtres, les structures de parenté, les systèmes d'héritage et de succession, ainsi que les migrations, façonnent l'identité profonde de ce peuple. Le culte des ancêtres à Livingston, dirigé par le buyer, le prêtre, Lunagulé, l'assistant, et Lébu, le médium, occupe une place centrale dans la structuration de la communauté. Notamment, 3 familles, les Castillo, les Sanchez et les Baltazar, se partagent le leadership du culte des ancêtres, symbolisant ainsi la continuité de la résistance initiée par ces Haïtiens chassés par les Français. À Livingston, la langue Garifuna emprunte son système de numération au français, un rappel tangible de l'origine commune de ces 3 familles. Cette connexion linguistique renforce le lien entre les Garifuna et leurs racines haïtiennes, soulignant l'importance de la résilience héritée de leur existence quotidienne et leurs rituels. Le pouvoir des ancêtres sur les vivants se manifeste de 2 manières distinctes, à travers les rituels sacrés du culte des ancêtres et par le système de transmission des terres via le système en corde où la filiation s'opère de la mère au fils et du père à la fille. L'évolution de la structure de la maison Garifuna au fil du temps reflète l'influence haïtienne. On passe d'un système de patrilignage en vigueur au XIXe siècle et au début du XXe siècle, similaire à celui d'Haïti sous l'influence des Noirs de Saint-Domingue ou Negro Frances, à un système de filiation en corde à partir de la fin du XXe siècle, sous l'influence des Caraïbes noirs
venus de Saint-Vincent. Au début du XXIe siècle, on observe une transition vers le système de maison, combinant matrilignage et corde, où la transmission se fait du père à la fille Benjamin et de la mère au fils aîné. Dans les années 60, le dernier Buyer s'installe à New York, laissant les femmes prendre en charge le culte des ancêtres à Livingston. Les ancêtres Buyer, incarnés en ces femmes médiums, continuent de diriger les rituels majeurs. Le système de maison offre aux femmes la possibilité d'hériter les terres, les élevant au rang de leaders dans le culte des ancêtres. Les femmes prennent ainsi le contrôle de la communauté Garifuna à Livingston. Depuis les années 80, la diaspora Garifuna aux États-Unis et en milieu urbain a abandonné les terres périphériques, exposant leur culture à des risques d'acculturation. L'influence de la diaspora aux États-Unis remet en question le système de maison Garifuna, alors que l'argent devient un facteur déterminant, contournant des traditions pour assurer l'affiliation. À la fin des années 90, une résurgence des rituels majeurs dédiés aux ancêtres, Shubu, et la restauration des temples sur les terres ancestrales témoignent de la résilience de la communauté. Les accords de paix de 1995-1997 permettent la restitution des terres spoliées par les militaires. Mais aujourd'hui, les Garifuna font face à un racisme persistant et luttent pour leur dignité et leur survie. Un peu comme Haïti d'ailleurs.